Bonjour tout le monde. Je suis Véronique Grébeau du cabinet Syndex. On va vous donc faire une présentation sur un sujet qui, qui existe depuis très longtemps, hein, l'emploi des seniors, et qui est particulièrement sur le devant de l'actualité, je dirais, depuis la réforme des retraites l'année dernière en 2023. Et puis encore plus récemment, on l'abordera, une négociation interprofessionnelle qui vient juste de se terminer, dont l'un des volets était l'emploi des seniors. Voilà, successivement, on va aborder trois sujets au cours de ce webinaire. Le premier, c'est s'entendre finalement sur ce qu'on peut mettre sous l'emploi des seniors. Le deuxième sujet, c'est bien mettre en évidence les enjeux et aussi la diversité des enjeux qui nous paraît importante à prendre en compte sur cette question de l'emploi des seniors en tant que représentant du personnel, bien sûr. Et le troisième volet, ben, on vous présentera des leviers finalement qui peuvent être à votre disposition, soit en tant qu'élu de CSE, soit en tant que négociateur de négociations actuelles ou futures, pour essayer d'agir en faveur d'une amélioration des conditions d'emploi des seniors. On va démarrer par une petite question. La première question qui vous est posée, c'est quelle proportion de salariés dans votre entreprise ont plus de 50 ans à peu près? Alors, première réponse, moins de 20%, 20 à 40%, plus de 40% ou vous ne savez pas. En majorité, dans vos entreprises, vous estimez qu'il y a entre 20 et 40% de salariés qui ont plus de 50 ans. Pour 22% d'entre vous, quand même, hein, 24 répondants, il y a plus de 40% de salariés qui ont plus de 50 ans. Alors, la moyenne, d'après l'INSEE, hein, la moyenne des salariés actifs de plus de 50 ans, enfin les plus de 50 ans, représentent un tiers des salariés actifs. Donc, quand vous êtes dans la tranche 20-40%, il y a de bonnes chances que vous soyez dans la moyenne. S'il y a plus de 40%, c'est que vous êtes dans une entreprise, voilà, avec une proportion plutôt élevée en fait de salariés seniors. Si vous êtes à moins de 20%, vous êtes dans une entreprise au contraire avec une faible proportion de salariés seniors. Alors de fait, depuis une bonne vingtaine d'années, en fait, la proportion de seniors en activité. Alors, quand on dit senior, il n'y a pas de définition officielle, hein. La plupart du temps, en fait, dans les statistiques, les statistiques prennent un âge pivot de 55 ans pour décrire cette population senior, mais ça peut être 50 ans et ça peut être selon les mesures qui sont prises, des mesures gouvernementales ou des mesures dans les entreprises, ça peut être en dessus ou en dessous, donc il y a pas de seuil officiel. Là, les indicateurs que vous voyez ici, c'est la population de 55-64 ans, pour laquelle vous voyez depuis une bonne vingtaine d'années le taux d'emploi augmenter régulièrement. Et dans le graphique de droite, vous voyez la dissociation en fait de cette population entre les 50-55 ans, dont le taux d'emploi est de 77% maintenant, 50-59 ans, pardon, et le taux d'emploi des 60 ans et plus, qui a lui-même fortement augmenté sur les 25 dernières années. Alors, ce n'est pas un hasard, en fait, hein, ce constat. C'est que depuis justement 25 ou 30 ans, ça fait plusieurs décennies quand même, que les mesures gouvernementales, les unes après les autres, s'efforcent finalement d'augmenter le taux d'emploi des salariés âgés à travers différentes mesures. Le plus emblématique, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite, qui vous vous souvenez, était pendant très longtemps à 60 ans, puis à 62, et maintenant, depuis 2023,
une cible à 64 ans avec un dispositif transitoire pendant quelques années pour arriver à cet âge légal. Une autre mesure emblématique, c'est d'augmenter le nombre de trimestres de cotisation pour arriver à une retraite à taux plein. Là, il y a eu différentes étapes pour augmenter ce nombre de trimestres à taux plein. Et après, il y a des mesures plus complémentaires, je dirais, hein, moins centrales, mais qui contribuent aussi à faire en sorte que les salariés travaillent plus longtemps, de relever l'âge d'annulation de la décote sur la pension, c'est-à-dire que pendant très longtemps, à 65 ans, les salariés avaient en tout état de cause une retraite à taux plein et maintenant cet âge est passé à 67 ans. Il y avait pendant toute une période des dispositifs permettant, facilitant le départ de salariés à partir de 50 ans, 58 ans, 55 ans selon les entreprises. Et les entreprises étaient aidées en fait par des dispositions gouvernementales, ce qui est plus le cas du tout maintenant. Et moyennant quoi, en fait, autant les différents gouvernements successifs ont fait en sorte que de plus en plus de salariés âgés, finalement, restent sur le marché de l'emploi, autant les mesures d'accompagnement n'ont pas du tout suivi. Et en particulier, l'obligation de négocier dans les entreprises pour justement accompagner cette élévation globale du taux d'emploi est devenue de plus en plus faible. Il y avait une obligation de négocier jusqu'en 2013 qui s'est transformée entre 2013 et 2017 par une obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés de mettre en place des contrats de génération. Et depuis 2017, il n'y a plus du tout d'obligation, simplement une invitation dans le cadre de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois, une invitation à aborder la question de l'emploi des seniors. Donc, au fur et à mesure, en fait, que la proportion de salariés de 55 ans et plus augmentait, les obligations pour les entreprises diminuaient. Voilà, alors au moment de la réforme de 2023, enfin quelques mois après, il y a à peu près un an, il y a eu une tentative de négociation, justement, qui remettait ces sujets sur la table, qui n'a pas abouti. Et le gouvernement en place, là, qui a été mis en place par Michel Barnier à l'automne, a redemandé en fait aux partenaires sociaux tout récemment de remettre le sujet sur la table avec, ils ne sont pas du tout partis d'une feuille blanche, en fait, les partenaires sociaux, mais avec quatre sujets qu'on leur demandait de remettre à la discussion. Les négociations obligatoires de branches et d'entreprises sur l'emploi et le travail des seniors, l'entretien professionnel de mi-carrière, la retraite progressive et la mise en place d'un contrat, alors qui s'appelait l'an dernier CDI senior, qui a été rebaptisé pompeusement contrat de revalorisation de l'expérience. Voilà, donc dans la négociation qui vient de se terminer, en fait, la feuille de route était déjà très cadrée finalement. On aboutit à un projet d'accord, alors qui n'est pas complètement, on n'est pas tout à fait au bout du chemin, puisqu'il n'a pas encore été complètement finalisé. Il y a encore des organisations syndicales qui réservaient leur signature ou non, mais en tout état de cause, il y a déjà une majorité de partenaires sociaux qui l'ont avalisé. Donc le texte qui était sous forme de projet le 14 novembre sera retranscrit en principe d'ici la fin de l'année pour une application à partir de 2025. Il sera retranscrit dans le Code du travail. Donc les volets les plus importants, c'est donc de remettre en place une obligation triennale de négociation sur l'emploi et les conditions de travail des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés. Pour les moins de 300 salariés, cette négociation est suggérée, mais elle n'est pas obligatoire. Et un élément qui figure dans le texte soumis à signature, c'est que cette négociation doit être précédée d'un diagnostic, ce qui pour nous est important
si c'est bien fait, puisque bah, c'est à travers une analyse, on va dire, circonstanciée de la situation des seniors dans l'emploi dans l'entreprise que de bonnes mesures, finalement, peuvent être proposées. En cas d'échec de la négociation, en cas d'échec de la négociation, le projet d'accord prévoit qu'un plan d'action puisse être mis en place par la direction, un plan d'action unilatéral, mais il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Bon, il y a des sujets qui devront être abordés au cours de au cours de ces négociations, notamment le recrutement des salariés expérimentés et le maintien dans l'emploi des salariés seniors. Donc la deuxième mesure, qui est bah, sans doute plus symbolique qu'une portée importante, c'est donc ce fameux CDI senior qui a été acté, mais qui s'adresserait seulement à des salariés de plus de 60 ans déjà inscrits à France Travail. Donc ça concerne potentiellement une population quand même très ciblée. Et sinon, les autres volets qui figurent dans l'accord, donc en cours de signature, c'est la remise en place du seuil de 60 ans pour le démarrage possible du dispositif de retraite progressive, alors qu'il était jusqu'à présent calé sur 2 ans avant l'âge légal de la retraite. Donc là, il y aura possibilité d'actionner ce dispositif à partir de 60 ans. Il y a des possibilités qui sont inscrites de passage à temps partiel en fin de carrière avec des mesures compensatoires qui seront à négocier. Il n'y a pas dans le projet d'accord interprofessionnel de compensation d'ores et déjà prévu en termes de rémunération, en termes de cotisation ou de nombre de trimestres. Et enfin, le projet d'accord prévoit de renforcer en fait à 2 moments de la carrière les entretiens avec les salariés à 45 ans sous la forme à la fois d'un bilan et d'une prévention des risques d'usure professionnelle et à 60 ans pour envisager en fait justement la suite de la carrière du salarié. Il faut bien avoir en tête que les salariés seniors sont potentiellement, finalement, sujets à un certain nombre de discriminations dans le monde du travail. C'est souvent les derniers recrutés, les premiers qui sortent de l'emploi quand il y a des mesures d'âge, par exemple, dans des restructurations. Ils sont exposés pour certains à des conditions de travail pénibles et ben, par définition, en fin de carrière, ils ont été exposés longtemps à des conditions de travail difficiles. Et ils ne sont pas forcément prioritaires, et c'est un euphémisme, dans les formations, dans les augmentations de rémunération, dans les promotions, d'une façon générale, dans tout ce qui est parcours professionnel. Souvent, il est plus donné la place des générations précédentes et, et les seniors sont parfois mis de côté finalement de ces mesures, on va dire, de dynamique professionnelle. Et enfin, les seniors sont exposés à des représentations, on va dire, pas forcément valorisantes dans l'entreprise du fait de leur âge. C'est ce qu'on appelle l'agisme. Alors non seulement donc, les salariés seniors sont potentiellement soumis à des discriminations, mais pour les femmes seniors, je dirais, c'est un peu double peine parce qu'elles subissent, on va dire, de façon accentuée au fur et à mesure des tranches d'âge, elles subissent en moyenne davantage de discrimination que les hommes en termes de rémunération, en termes de niveau de pension de retraite, parce que en moyenne, les femmes ont eu des carrières plus hachées, davantage à temps partiel. On sait que les écarts salariaux moyens entre femmes et hommes s'élargissent en fait en fin de carrière. Donc en moyenne, en deuxième partie de carrière, les femmes gagnent moins que les hommes. Et en plus, elles se retrouvent
proportionnellement plus souvent en situation de financer, par exemple, les études de leurs enfants alors qu'elles sont en fin de carrière. Et elles se retrouvent aussi statistiquement plus souvent en situation d'aidante pour, par exemple, s'occuper de parents âgés. Voilà, donc les femmes seniors, c'est un sujet dans le sujet, mais il faut bien avoir en tête finalement qu'il y a des situations qui touchent plus spécifiquement les femmes que les hommes en fin de carrière. Quand on parle d'usure professionnelle, en fait, on distingue deux types de facteurs qui contribuent à l'usure professionnelle. La première à laquelle on pense le plus souvent, c'est ce qui relève de la pénibilité. Donc, je dirais des facteurs souvent plus physiques, d'exposition, soit passée, soit actuelle, à des facteurs susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles pour la santé. C'est comme ça que se définit désormais la pénibilité. Et le deuxième type de facteurs d'usure professionnelle, ce sont des facteurs qui agissent plutôt sur on va dire, la santé mentale des salariés avec des risques psychosociaux liés à l'intensification du travail, à des restructurations, à des évolutions rapides. Ces situations d'usure professionnelle, on peut les constater en fin de carrière, mais ce qui nous paraît extrêmement important, c'est de les anticiper en fait le plus possible, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les entreprises, les actions portent sur toute la carrière de façon à ce que quand les salariés arrivent à 50-55 ans, ils soient en bonne santé et physique et mentale, et prêt finalement à aborder cette dernière partie de carrière dans des conditions satisfaisantes et non pas en étant au bout du rouleau comme on le constate finalement beaucoup trop souvent. Donc ça passe d'abord par des mesures de prévention pour faire en sorte que donc toute la carrière soit finalement absorbable par le salarié. Et puis, éventuellement, mais de façon complémentaire, compléter les mesures de prévention par des dispositifs plutôt de compensation, une fois que l'usure est constatée, qui visent par exemple la diminution du temps de travail, des possibilités de reconversion ou des possibilités de partir de façon anticipée à la retraite. Mais il faut bien distinguer les mesures permettant d'arriver en bonne santé en tant que senior salarié des mesures d'accompagnement de la dernière partie de carrière. Donc du coup, comme évidemment, on n'est pas tous égaux face à l'âge et qu'on n'a pas tous le même parcours professionnel, on n'endure pas tous la même pénibilité et les mêmes facteurs d'usure, arrivés à 50 ou 55 ans, les besoins des salariés peuvent être très différenciés. Et c'est essentiel d'intégrer finalement cette diversité des besoins qui peuvent être donc de l'ordre de la prévention des pénibilités et de l'usure, ce qu'on a vu, qui peuvent être de proposer, de continuer finalement à proposer aux salariés plus âgés des dynamiques de parcours professionnel valorisantes, parce que pour certains, ils sont dans cette situation à 50, 55 ou 60 ans de vouloir continuer à évoluer professionnellement et en termes de rémunération. Et enfin, troisième type d'enjeu, c'est de faire en sorte que la transition finalement entre la vie professionnelle et, la retraite soit accompagnée parce que c'est une transition qui est difficile. Voilà. Je laisse, je laisse la parole à Samuel pour voilà, vous suggérer des pistes finalement sur lesquelles travailler, d'autant plus maintenant que la négociation dans un certain nombre d'entreprises sera obligatoire et dans toutes les autres, elle est recommandée. Près de la moitié des répondants disent que le sujet en entreprise est abordé en négociation, et c'est une bonne chose. On va revenir un peu sur le sujet. Un tiers des réponses disent qu'il est abordé
en CSE lors de la consultation sur la politique sociale et un autre tiers avec les collègues. Par contre, ça ne semble pas être le sujet du manager de mon service. On va voir, et on a vu un petit peu avec Véronique tout à l'heure que c'était voilà, que c'était un sujet transversal qui peut et qui doit intéresser tout le monde. Et puis vous êtes un tiers aussi, il devait y avoir plus de réponses, oui, il y avait plusieurs réponses possibles, hein, ce qui explique qu'on dépasse les trois tiers. Un tiers qui répondent que le sujet n'est malheureusement pas du tout abordé. Alors, ce qu'on vous propose dans ce troisième et dernier chapitre, c'est vous, en tant que représentant des salariés, comment vous pouvez agir dans la mesure du possible sur le sujet. Vous le savez, vous avez deux leviers d'action qui peuvent s'articuler. Donc, deux leviers d'action qui sont le premier, les informations, consultation du comité social et économique, consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, dont on vient de parler un tout petit peu dans le sondage, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, et on va en parler, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui inclut le volet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis le deuxième levier d'action, et on l'a abordé aussi, on va y revenir, c'est la négociation. Alors, depuis 2017, il n'y avait plus le contrat de génération et donc plus d'obligation, mais une invitation à négocier sur le sujet des seniors dans la gestion des emplois et des parcours professionnels. Hein. Négociation obligatoire tous les 3 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés. Mais pour autant, d'autres négociations obligatoires peuvent être l'occasion d'aborder ce thème de l'emploi des seniors, notamment la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation annuelle sur la qualité de vie et des conditions de travail, le sujet des préventions de l'exposition aux risques professionnels, et puis d'une manière générale, tout autre type de négociation. Et on pourra ajouter bientôt la négociation prévue par le projet d'ANI dont Véronique vous a parlé il y a quelques minutes. Si on commence par l'information consultation sur la politique sociale, l'information consultation du CSE, c'est pour vous l'occasion de faire un état des lieux du problème et d'évaluer les mesures prises. Établir un état des lieux, c'est déjà poser vous-même ou faire poser par votre employeur ou par votre expert préféré un diagnostic de la situation. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de seniors dans l'entreprise? Sur quels emplois ils sont? Dans quelle mesure ils bénéficient de promotion et de mobilité par rapport aux autres salariés? Quel est le niveau de leur rémunération? Quel est leur temps de travail? Est-ce qu'ils représentent un taux d'absentéisme différent de ceux des autres salariés? Premier point donc. Deuxième point, vous pouvez regarder ou réviser le contenu des accords et des plans d'action éventuellement unilatéraux de l'employeur qui sont en vigueur dans l'entreprise en lien avec ce sujet et en faire tirer le bilan. On pense notamment aux anciens contrats de génération, aux accords de gestion des emplois et des parcours professionnels, à l'accord de QVCT. Vous pouvez aussi, à l'occasion de cette consultation, interroger les politiques de l'employeur en direction des seniors et les process RH qui peuvent éventuellement y être liés ou reliés, en lien par exemple avec le repérage de compétences critiques, les plans de succession en cas de départ, les entretiens plus spécifiquement dédiés aux seniors. Quatrième point est l'un des plus importants, hein, Véronique l'a abordé tout à l'heure, la politique de l'entreprise en matière de prévention et de compensation des risques d'usure professionnelle. La prévention, c'est pour que les jeunes d'aujourd'hui soient demain des seniors en bonne santé. Et la compensation, c'est pour les personnes qui ont été victimes d'usure professionnelle. Et puis enfin, cinquième exemple qu'on vous donne, la possibilité aussi de réaliser des enquêtes auprès des salariés et notamment des seniors sur leurs besoins et leurs attentes en fin de carrière. À l'issue de cette consultation, vous le savez, le CSE remet un avis qui peut servir à inciter l'employeur à la négociation d'un accord ou à l'action.
On vous donne sur la partie droite de cette page quelques exemples d'indicateurs qui peuvent nourrir ce diagnostic. Je ne reviens pas en détail dessus. Vous aurez de toute façon ce document à l'issue de ce webinaire. Il y a la deuxième information, consultation dont j'ai parlé sur les orientations stratégiques. Le Code du travail précise bien noir sur blanc que cette consultation porte aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les différentes natures de contrats, sur les plans de formation. Mais cette partie sociale est souvent le parent pauvre de ces consultations, de ce qu'on peut observer. Et c'est dommage parce que c'est l'occasion de poser un diagnostic sur la situation des seniors et des enjeux sur l'évolution de leurs emplois et de leurs compétences. Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, est-ce que les seniors sont plutôt sur des métiers en croissance ou en déclin ou en mutation? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus pour accompagner l'évolution de leurs compétences dans la mutation des emplois? On parle beaucoup, par exemple, d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on peut parler de tout un tas d'autres sujets qui conduisent à la transformation du contenu des emplois. Si l'entreprise est en forte croissance, qu'elle prévoit beaucoup de recrutement, est-ce qu'on prévoit une proportion de seniors, de recrutement de seniors dans ces recrutements? Ou à l'inverse, si l'emploi se réduit, est-ce que ça peut prendre la forme d'un accompagnement de seniors volontaires vers un allègement de leur temps de travail ou avant leur retraite? Voilà. Donc là aussi, cette consultation est l'occasion de questionner beaucoup de sujets en lien avec le futur de l'entreprise et là aussi d'utiliser l'avis du CSE pour inciter l'employeur à la négociation ou à l'action. Ça, c'était pour les informations et consultations du CSE. Maintenant, si on parle de la négociation, c'est ce qu'on a introduit tout à l'heure en disant que le Code du travail prévoyait des négociations obligatoires et récurrentes. Récurrentes, ça veut dire qui reviennent régulièrement, tous les ans, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. On constate souvent que les seniors sont un petit peu les parents pauvres des augmentations salariales, par exemple. Tous les ans aussi, une négociation qui regroupe un certain nombre de thèmes, dont la qualité de vie et les conditions de travail et l'égalité de professionnels, qui est aussi l'occasion de l'aborder, au moins pour une partie des thèmes, sous l'angle des seniors et des secondes parties de carrière. Et puis tous les 3 ans, dans les entreprises de plus de 300 salariés, on l'a dit, la gestion des emplois et des parcours professionnels, la fameuse GEPP. Et enfin, comme je l'ai dit, en réalité, n'importe quelle thématique d'accord peut être abordée sous l'angle « Ah mais au fait, et les seniors dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on a pensé à eux? Qu'est-ce qu'il faudrait prévoir ?» Donc c'est un réflexe à se donner pour la négociation finalement de n'importe quelle thématique d'accord. Et puis, encore une fois, l'ANI qui vient d'être signée, qui sera transposée dans la loi, va donner quelques droits complémentaires dont a parlé Véronique tout à l'heure. Pour négocier, il faut établir un constat, faire un diagnostic, donc organiser un cadre de négociation au travers d'un accord de méthode, et ensuite entrer en négociation. Ça ne s'improvise pas forcément, n'hésitez pas à vous former sur le sujet avant d'entrer en négociation. Un petit focus sur une négociation qu'on a tendance à oublier, celle dans les entreprises qui exposent les salariés à des facteurs de pénibilité. Ça concerne les entreprises d'au moins 50 salariés de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel, qu'on appelle facteurs de pénibilité, dans les cas de figure suivants, si au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, ou si l'indice de sinistralité est supérieur à 0,25, avec possibilité d'une dérogation si la branche le prévoit. Et en cas d'échec de la négociation, l'entreprise devra définir de toute façon un plan d'action pour prévenir des effets de l'exposition à ces facteurs de risque. Et les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations risquent une pénalité qui peut aller jusqu'à 1% des rémunérations des travailleurs concernés. Nous, on voit passer beaucoup d'accords de diverses natures. Parfois, ce sont des accords directement ciblés sur la problématique des seniors. Toutes les entreprises n'ont pas entendu l'ANI qui vient d'être signée pour le faire. Parfois, c'est inclus dans des accords de GEPP ou d'autres. Nous, on observe 2 grands domaines de dispositifs en faveur des seniors. Ceux qui sont vraiment centrés sur les fins de carrière, c'est la partie que vous voyez sur la droite, autour de thématiques comme le recrutement de seniors ou leur maintien dans l'emploi, des thématiques de transition et d'accompagnement
l'accompagnement vers la retraite, dont on va vous donner quelques exemples dans un instant, ou bien encore la lutte contre les stéréotypes et les représentations touchant les seniors. Si je reviens à notre sondage de tout à l'heure, voilà un exemple qui peut concerner aussi votre manager. Et puis, vous avez à la gauche de cette page les dispositifs qui sont destinés à tous les salariés, mais qui présentent un enjeu particulièrement marqué pour les seniors. Et tout particulièrement la prévention de l'usure et l'amélioration de la santé au travail, réduire au maximum les pénibilités pour faire en sorte que les seniors restent en bonne santé dans l'entreprise et que les jeunes d'aujourd'hui soient des seniors en bonne santé demain. La problématique du maintien des compétences, du développement de l'employabilité, les dynamiques de parcours et d'opportunités professionnelles et les dynamiques autour de la transmission des savoirs. Nous terminerons, comme je vous l'avais dit, sur quelques exemples de mesures négociées sur la transition et l'accompagnement vers la retraite qu'on peut trouver assez régulièrement dans un certain nombre d'accords. C'est le thème d'ailleurs qui est le plus souvent abordé et développé dans ces accords, comme l'encouragement au cumul emploi-retraite pour les salariés qui sont déjà en retraite, la possibilité pour les salariés dans l'entreprise de passer à temps partiel qui soit partiellement ou totalement, d'ailleurs pourquoi pas, abondé par l'employeur, donc une réduction du temps de travail avec une réduction de la rémunération qui est moindre que celle de la réduction du temps de travail. Le fait que l'employeur accepte de façon aussi systématique que possible les demandes de retraite progressive, ou encore la possibilité de partir plus tôt en convertissant en congé l'indemnité de départ en retraite, indemnité qui peut d'ailleurs être abondée par l'employeur, la possibilité aussi d'avoir autour de rachat de trimestre, la possibilité de dispense d'activité ou bien d'une aide au rachat de trimestre. Vous avez bien sûr le compte épargne-temps senior qui permet d'accumuler du temps libérable avant la retraite ou encore le congé de fin de carrière à l'initiative de l'employeur si le poste doit être supprimé dans le cadre notamment d'une restructuration. Et puis, j'en terminerai sur aussi les dispositifs tout simplement d'accompagnement et d'aide et de préparation à la retraite. On vous demande si dans votre entreprise, est-ce qu'un diagnostic a été mené pour repérer les priorités vis-à-vis des salariés seniors dans l'entreprise? La réponse est non à une écrasante majorité, 83%. Si on prend les sondages précédents, en début de ce webinaire, on constate qu'il y a beaucoup de seniors dans vos entreprises, que le sujet semble relativement abordé en réunion de CSE ou en négociation, mais que pour autant, il n'y a pas vraiment de diagnostic mené pour repérer les priorités. C'est dommage parce que le diagnostic, si on veut négocier un bon accord, l'accord doit être précédé d'un diagnostic qui permet de voir quels sont les problèmes, quelles sont les priorités souhaitées par les salariés, notamment les seniors, ce qui permettra d'orienter le contenu de la négociation et les dispositifs que vous allez négocier. On va pouvoir prendre les questions. Véronique, tu avais pu en repérer quelques-unes. Il y a pas mal de questions autour du quand. Quand est-ce que ces dispositions vont être... Alors, Marie-Carmen, Et où est-ce qu'on trouve le texte? Marie-Carmen, vous êtes là? je vous ai invité à rallumer votre micro pour poser Oui, la question. oui, je suis là. On vous écoute. Allez-y. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui, moi je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait trouver le texte, même s'il n'est pas encore voté, parce qu'on est sur un plan de restructuration et effectivement avec un problème sur les seniors. Donc j'aurais voulu pouvoir m'en inspirer pour pouvoir en discuter avec ma direction. Alors, effectivement, là, on est un tout petit peu embarrassé parce que enfin, le texte du projet de loi existe, hein. On est un tout petit peu embarrassé parce que tant qu'il n'est pas retranscrit en fait, dans le Code du travail, on ne sait pas forcément exactement ce qui sera repris, pas repris et sous quelle forme. Mais effectivement, vous pouvez le trouver. Alors là, je ne peux pas vous donner
Tu te souviens, Samuel, Oui, sur quel moi je site l'ai tu trouvé as... sur le site de la revue fiduciaire. Donc si vous tapez sur Voilà. Google accord national interprofessionnel senior, enfin normalement vous tomberez assez vite sur un site qui vous permettra de l'ouvrir en PDF. Mais encore une fois, bon, avec l'attention à avoir sur le fait que pour l'instant, il n'est pas retranscrit dans le Code du travail. Il y avait encore aujourd'hui même une organisation syndicale qui avait donné le délai du 3 décembre pour se prononcer. Donc voilà, c'est pas complètement bouclé, même si maintenant, il n'y a plus tellement de suspense. Oui, alors moi j'avais posé 2 questions, donc c'était sur le nombre de trimestres qui étaient nécessaires à 60 ans, donc vous m'avez répondu 150 trimestres et puis j'avais le taux de cotisation effectivement, ça a été répondu aussi dans la présentation qui est effectivement proratisé en fonction du taux de départ du taux choisi pour, le départ en retraite progressive. Je suppose si on est à 50 l'employeur ne cotise plus qu'à 50 mais vous avez dit que c'était quelque chose qui pouvait se négocier, de demander que ce soit maintenu à 100%. Exactement. Alors ça nous paraît vraiment typiquement un des sujets abordés dans le volet sur les... Alors je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise qui du coup serait soumise à l'obligation de négocier, mais dans le volet des mesures, on va dire dans les pistes, les thèmes obligatoires, il y a l'accompagnement de fin de carrière et typiquement atténuer finalement sur la rémunération et sur les cotisations ou sur les cotisations l'impact d'un passage à temps partiel, ça nous paraît vraiment être une piste de négociation importante. D'accord. Et puis, je venais de mettre une dernière question. Oui, ah oui, quand vous parlez d'un diagnostic, est-ce qu'on le fait sous forme d'expertise ou est-ce que ça peut être fait en sondage auprès des salariés? Alors, en fait, quand on dit diagnostic, c'est pas il n'a pas de forme particulière. On vous a proposé là un certain nombre de sujets qui pouvaient faire partie du diagnostic. Ça peut être sous forme de sondage et y compris mené par le CSE. Ça peut être analyser les indicateurs qui sont dans la BDES et j'en profite pour essayer de répondre à une question sur quels sont les indicateurs dans la BDES. C'est en fait, il faudrait demander en fait que tous les indicateurs de la BDES soient déclinés par tranche d'âge. Comme ça, vous avez toute la batterie d'indicateurs d'effectifs, d'absentéisme, la répartition par métier, par exemple, c'est important, intéressant qu'elle soit par tranche d'âge. Donc, vous pourriez demander en fait à ce que tous ces indicateurs par tranche d'âge figurent dans la B2S. Donc, l'analyse des indicateurs qu'on vous donne, ça peut être aussi sous forme de questions directement à la direction sur quelle est la politique finalement de la direction en termes de management des seniors. Ça peut être aussi l'examen du DUERP et du PAPRIPARC, donc pour voir quelles sont les mesures de prévention qui sont prises, s'il y en a qui s'adressent plus spécifiquement aux seniors. Donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle un diagnostic, mais après le diagnostic, finalement, il prend la forme que, voilà, il prend la forme que On vous lui donne, pourrez lui donner. ouais, c'est ça. Voilà, ce sur quoi on veut insister, c'est que pour nous, enfin, voilà, on vous encourage à être exigeant en tant que représentant des salariés sur cette phase de diagnostic pour finalement pouvoir discuter de mesures qui soient adaptées, que ce ne soient pas des mesures tiroirs, que ce soit des mesures véritablement adaptées aux besoins et aux particularités de l'entreprise. Attendez, Ok, merci. je voulais compléter la réponse de Véronique. J'ai la question sous les yeux là, quand vous demandez si le diagnostic est fait sous forme d'expertise ou de sondage auprès des salariés. L'expertise externe est possible, mais en distinguant deux cas de figure. Si c'est un diagnostic fait par le CSE dans le cadre de la consultation
du CSE sur la politique sociale ou les orientations stratégiques, vous avez un droit légal à désigner un expert pris en charge par l'entreprise. Par contre, si c'est un diagnostic en préparation d'une négociation, vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de mandater une expertise, mais ça nécessite soit l'accord de l'employeur, soit que ce soit fait sur un autre budget à trouver. Alors, Guillaume, est-ce que vous nous entendez? Enfin, oui, vous nous entendez, vous avez réactivé votre micro, on vous écoute. Vous m'entendez? Très bien. Oui, oui, donc on n'a pas parlé du mécénat de compétences. En fait, ça peut être une des pistes à explorer dans le cadre des négociations qui permet, par exemple, d'occuper la part consacrée hors retraite dans une retraite progressive. L'employeur peut y gagner puisqu'il y a une optimisation de ses cotisations, je crois. Alors, le mécénat de compétences, ce n'est pas forcément un dispositif senior, mais c'est vrai que ça peut intéresser plus particulièrement les seniors qui voudraient euh, finalement avoir une expérience professionnelle différente et qui peuvent utiliser leurs compétences dans un cadre différent de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc, pour peut-être tout le monde voilà, voit pas ce qu'il y a dans mécénat de compétences, le principe, c'est finalement pendant son temps de travail, de travailler pour une autre activité que celle pour laquelle vous êtes salarié habituellement. D'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, c'est un dispositif qui peut ne pas concerner que les seniors, puisqu'on peut prévoir donc une longue période pour les seniors, mais des périodes plus courtes de quelques mois, par exemple en milieu de carrière, ou voire même de quelques semaines pour des personnes qui ont intégré l'entreprise depuis seulement quelques années. Donc c'est un dispositif qui touche un public assez large dans l'entreprise, potentiellement. Merci. Il y avait une question de Anne. Anne Evenou, est-ce que vous êtes là? Oui, ma question portait sur le fait que nous, on fait partie donc d'un grand groupe, hein, où il y a un accord donc de groupe, hein, sur tout ce qui est gestion des emplois et des parcours professionnels, avec notamment un pan sur les accompagnements en fin de carrière. Et donc, je voulais savoir si avec le futur accord ANI qui est en cours là, de validation, si le fait d'avoir cet accord du groupe exemptera donc les entreprises locales à faire cette négo, ou est-ce qu'on pourra demander à l'avoir? Parce qu'aujourd'hui, ça nous est refusé sur ce motif-là au final. Alors, typiquement, c'est un sujet qui n'est pas, au jour d'aujourd'hui, abordé dans le projet d'ANI. Donc là-dessus, ce que je vous suggère, c'est de suivre, quand ça sera retranscrit dans le Code du travail, s'il y a une modalité spécifique qui est prévue sur est-ce que finalement un accord groupe dédouane l'entreprise de plus de 300 salariés de mener cette négociation. Pour l'instant, c'est pas, encore une fois, dans le projet d'ANI, c'est vraiment toutes les entreprises de plus de 300 qui sont soumises à cette obligation. Il faut quand même, voilà, il faudra vérifier dans la retranscription si cette éventualité est prise en compte sous forme de, finalement, exemption à partir du moment où il y a un accord groupe qui s'applique. Là, je ne peux pas vous répondre, mais disons, je ne peux pas vous répondre à ce stade, mais il faudra bien, voilà, bien vérifier le texte une fois qu'il sera publié. D'accord, merci. Je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. Malheureusement, il reste, évidemment, il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas pu être traitées. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser. On vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci Véronique et merci Samuel pour cette présentation et vos réponses aux questions des participants. Je vous rappelle donc qu'il y a un webinaire sur les rémunérations qui se tiendra la semaine prochaine, même jour, même heure,
Je vous envoie le lien pour les inscriptions dans le chat. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à faire tourner le lien auprès de vos collègues élus. Vous aurez le replay de ce webinaire normalement d'ici la fin de la semaine, au plus tard début de semaine prochaine. On vous enverra le PDF du support de présentation. Pour ceux qui n'auraient pas le PDF et à qui vous ne l'avez pas transmis, vous ne l'aurez pas transmis éventuellement, tout restera accessible en fait sur notre site, sur syndex.fr. De toute façon, s'il vous reste des questions et que vous vouliez les poser, je vois qu'il y a encore une main levée, n'hésitez pas aussi à vous rendre dans la rubrique contact de notre site, donc c'est syndex.fr/contact, il y a un gros bouton rouge en haut à droite, vous ne pourrez pas le louper. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon appétit déjà, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, à très bientôt. Merci, au revoir.